internationale. Émissions de gaz à effet de serre et marées noires, les pollutions liées au transport maritime augmentent. Pendant des millénaires, les hommes ont transporté leurs marchandises sur des voiliers grâce à la force du vent. Des navigateurs, constructeurs et ingénieurs redécouvrent aujourd'hui le potentiel de l'énergie éolienne. Grâce à une technologie innovante, ils veulent démontrer qu'une navigation propre est possible au XXIe siècle. Main dans la main avec les meilleurs architectes navals, ils travaillent à la conception d'une nouvelle génération de cargos à voile. Ces nouveaux bateaux permettront-ils au secteur maritime de réussir sa transition énergétique? Les porte-conteneurs de demain pourront-ils naviguer à la seule force du vent? Le navigateur Andreas Lackner traverse régulièrement l'Atlantique entre le port du Helder aux Pays-Bas et les Caraïbes. Son bateau, le Tres Hombres, est le seul voilier de commerce assurant des liaisons transatlantiques. Non motorisé, il ne produit aucune substance toxique ni émission de CO2. Il appartient à la société Fair Transport. Notre activité est centrée sur le transport de marchandises. Mais ce qui nous distingue d'autres transporteurs, c'est que nous tenons compte de l'homme et de la nature. Nous nous appelons Fair Transport parce que nous défendons l'idée d'un commerce et d'un transport équitable, à la fois avec l'homme et avec la nature. Tout est positif et cohérent dans notre démarche. S'il faut acheminer des produits biologiques jusqu'en Europe, il est logique de le faire avec un bateau comme celui-là. L'antique voilier assure également des liaisons commerciales entre différents ports d'Europe. Le port de Brest au petit matin. L'équipage charge 12 000 bouteilles de vin biologique français à destination du Danemark. L'équipage d'Andreas Lackner et tous ceux qui l'accompagnent sont acquis à sa cause. Acheminé vers Copenhague, le vin se destine à une clientèle soucieuse de consommer des produits respectueux de l'environnement. Mais pour un nombre croissant de consommateurs, acheter bio et équitable ne suffit plus. Ils réclament aussi un mode de transport non polluant. Pour rejoindre les côtes danoises, le Tres Hombres ne consomme pas de carburant et ne produit aucune émission de CO2. Mais Andreas Lackner ne compte pas en rester là. Ce navigateur chevronné est aussi un visionnaire. Son credo, ne plus polluer les océans avec des énergies fossiles. Depuis sa prime jeunesse, il croit en l'idée que l'homme n'est que de passage sur la Terre et qu'elle ne lui appartient pas. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu envie de quitter mon petit village d'Autriche pour aller en Amérique du Sud. Mais je ne voulais pas y aller en avion. Je voulais faire la traversée sur un voilier. Écologiste de la première heure, Andreas se jette à corps perdu dans son nouveau projet. Les questions se succèdent. Quel potentiel offre le vent? Et qu'est-il possible de faire avec un bateau à voile? Sans le savoir, Andreas vient de poser les premiers jalons d'une expérience inédite. Puis j'ai eu la chance de naviguer sur un voilier traditionnel, l'Europa, un 3-mâts hollandais. Je travaillais dessus comme moussaillon. Depuis, sa passion pour la navigation à voile ne l'a plus quitté. Aujourd'hui titulaire d'un brevet de capitaine, Andreas co-dirige une compagnie maritime de 10 personnes spécialisée dans le transport maritime à voile. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus que des cargos à voile sur la mer. Et le Tres Hombres n'est que le premier exemple de cette révolution. Le combat mené par Andreas est celui de quelques visionnaires contre toute une industrie. L'économie mondiale dépend du bon acheminement des marchandises jusqu'à leur destinataire. La quasi-totalité du fret international se fait par voie maritime. Les cargos sont de plus en plus gros, les techniques de chargement de plus en plus automatisées. Pas moins de 9 millions de conteneurs transitent chaque année par le port de Hambourg, soit 24 000 par jour. La jeune compagnie maritime Auerbach enregistre un chiffre d'affaires en constante progression. Ses fondateurs, Lucius Bunk et Alexander Tebbe, savent ce qui importe dans leur branche.
À Hambourg, les portiques à conteneurs opèrent de façon très minutée. Nous appelons ça le just-in-time. Tout le transport de conteneurs fonctionne un peu comme une ligne de bus. On sait exactement quand un bateau part de Shanghai et quand il arrive à Hambourg. Tout est réglé à la minute près. À telle heure, on fait entrer les bateaux à marée montante dans le terminal d'Altenwerder et le lundi à telle heure, on procède au déchargement et au chargement. Mais le vent et la météo, eux, sont imprévisibles. Dans le transport maritime, le vent est considéré comme un facteur de risque. Le problème du vent, c'est qu'il n'y en a pas toujours. Certains jours, il n'y a même pas du tout de vent. Les flux de marchandises sont minutés. Pour fonctionner en just-in-time, il faut être en mesure d'organiser le transport indépendamment des contraintes météorologiques. La météo ne doit jouer un rôle que s'il est favorable. Dépendre uniquement du vent, ce serait compliqué. Pour respecter leurs délais, les compagnies maritimes recourent aux énergies fossiles. Plus de 100 000 cargos pétroliers et vraquiers parcourent les océans, propulsés par d'énormes moteurs alimentés en diesel marin et en fioul lourd. Le fioul lourd destiné aux navires est extrêmement visqueux. Lors de leur ravitaillement, le combustible est acheminé par le biais d'énormes tuyaux chauffés. Dérivé du pétrole, le fioul lourd est une masse noire extrêmement toxique. 30% moins cher que le diesel marin, le fioul lourd est le carburant utilisé par la marine marchande. Les immenses navires sont ravitaillés par des bateaux-citernes stationnés dans le port. Les bateaux que nous ravitaillons en fioul lourd peuvent contenir jusqu'à 12 000 tonnes de carburant. La plupart des cargos rejettent directement dans l'air les résidus de la combustion. Un cocktail dangereux de substances toxiques, de particules de suie et de particules fines. Depuis son voilier, Andreas Lackner observe les mastodontes avec inquiétude et incompréhension. Il m'est arrivé de naviguer à proximité d'un cargo qui allait dans la même direction que nous. Une fumée noire s'échappait de la cheminée. Comme le vent venait de l'arrière, la fumée formait un nuage devant lui. Nous, on avançait à la même vitesse que lui, sans brûler un seul litre de diesel. On observe le même phénomène depuis les côtes allemandes, comme ici, au large de la ville portuaire de Cuxhaven. La mer du Nord est l'une des zones maritimes les plus fréquentées au monde. 1 millier de navires croisent en permanence dans ces eaux, et ils sont de plus en plus nombreux. Conformément à la législation en vigueur, les navires marchands doivent changer de carburant dès qu'ils atteignent les eaux côtières, et utiliser du diesel marin. Mais les substances toxiques issues de la combustion du fioul lourd ne se dispersent pas uniquement au large. Lorsque le vent souffle vers les côtes, elles se répandent sur le littoral et à l'intérieur des terres. Les populations côtières ne sont pas les seules touchées. Depuis plusieurs décennies, les immenses navires polluent dans l'indifférence quasi générale. Aujourd'hui, responsables environnementaux et scientifiques tirent la sonnette d'alarme. En Allemagne, l'Office fédéral de la navigation maritime vient de lancer une vaste étude dont l'objectif est de mesurer la dangerosité des émissions produites par les navires. Pour capturer les particules issues de la combustion des carburants marins, la physicienne Lisa Kattner utilise des filtres spéciaux. Les filtres contiennent un dangereux cocktail de substances polluantes. C'est la première fois que des scientifiques mesurent avec exactitude la quantité d'émissions produites par les navires dans une zone donnée. Les résultats serviront à définir des normes environnementales plus strictes pour la navigation. Nous avons trouvé plusieurs substances dans le filtre que nous venons d'analyser. Tout d'abord, du sulfate et du nitrate. Ces substances polluantes proviennent du dioxyde de soufre et de l'oxyde d'azote. Elles sont à l'origine des pluies acides et sont en partie responsables de l'acidification des mers. Le filtre contenait aussi des substances toxiques telles que les particules de suie. Plus celles-ci sont fines et plus elles entrent profondément dans les poumons lorsqu'on inspire. Ces particules contiennent elles-mêmes des composés organiques dont certains sont cancérigènes. Nous avons également trouvé des métaux lourds qui sont à la fois polluants et toxiques pour l'homme. Une seule source d'énergie durable ne produit aucune émission, le vent.
Mais il faut beaucoup d'hommes pour manœuvrer un voilier traditionnel. Un coût trop élevé pour nombre d'armateurs. Pour révolutionner le transport maritime, Andreas Lackner doit se tourner vers des solutions innovantes. C'est ici, à Amsterdam, qu'il a trouvé son allié le plus précieux. La société Dijkstra a bâti sa réputation sur la conception de voiliers innovants. Au cours des dernières années, ces architectes ont créé de nombreux modèles de grands voiliers. Une expertise dont ils se servent aujourd'hui pour concevoir le voilier de commerce dont rêve Andreas. Un navire aussi fiable qu'un cargo à moteur et aussi écologique qu'un voilier. Ils lui ont donné le nom d'Ecoliner. L'Ecoliner est un cargo de 8000 tonnes que nous avons conçu. C'est un navire hybride qui dispose à la fois d'un moteur et de grandes voiles pour économiser du carburant. De retour de son dernier voyage transatlantique, Andreas Lackner est impatient de connaître les dernières avancées du projet. L'expérience et les connaissances pratiques d'Andreas sont une source d'informations précieuses pour les concepteurs. Ils discutent aujourd'hui du gréement du bateau. Le chargement et le déchargement doivent s'effectuer sans problème, et le bateau de 140 mètres doit pouvoir naviguer en toute sécurité, même avec une lourde charge à son bord. Mais surtout, il doit disposer d'un système de voile innovant, pièce maîtresse du projet Ecoliner. À l'instar du voilier de luxe le Faucon maltais, le gréement de l'Ecoliner est inspiré du concept Dynarig élaboré par l'ingénieur hambourgeois Wilhelm Preuss dans les années 60-70. Quelques années avant le premier choc pétrolier, l'ingénieur allemand Wilhelm Preuss imagine un nouveau concept de voile. Celle-ci peut se dérouler sous la vergue depuis le mât. Il baptise ce système de voile dynamique Dynarig. Pour évaluer les performances de cette voile, les concepteurs hollandais en ont fabriqué un prototype. Puis ils l'ont testé, d'abord en soufflerie, puis sur l'eau, comme en témoignent ces images d'archives. Tel un volet roulant, la voile se déroule et s'enroule depuis le mât. La manivelle qui actionnait le prototype a été remplacée par un système motorisé. Contrairement aux grands voiliers traditionnels sur lesquels manœuvraient des dizaines d'hommes, les voiliers de demain pourront être entièrement automatisés. Dijkstra a conçu le Faucon maltais, un 3-mâts ultramoderne équipé du système Dynarig. Il s'agit du plus grand yacht à voile du monde. Depuis plusieurs années, il livre des données précieuses aux designers. Le Faucon maltais est équipé d'un réseau de fibre optique dissimulé à l'intérieur de ses mâts en carbone, qui enregistre des données et les transmet en permanence au constructeur des mâts. Celui-ci possède une base de données qui nous est très utile pour la conception de l'Ecoliner. Les données transmises par le Faucon maltais sont directement exploitées par les designers pour la conception de l'Ecoliner. Traverser l'océan à bord du tout premier grand cargo à voile, ce sera sans doute une expérience incroyable. Le Faucon maltais a été mis à l'eau en 2006. Un système entièrement automatisé permet à une seule personne d'actionner instantanément les voiles depuis un tableau de commande. Grâce à ce voilier de luxe, les designers ont pu démontrer l'efficacité du système Dynarig. Andreas Lackner s'entretient avec Chris Gartner, le premier capitaine du Faucon maltais. L'idée du projet Ecoliner, c'est d'utiliser le système de voile Dynarig pour des cargos de marchandises. Il faut donc un système rapide et simple à utiliser. Il y a environ 2600 mètres carrés de voilure. On peut déployer toutes les voiles en 7 minutes et les ramener en 7 minutes. Nous, on manœuvrait ces énormes voiles 5 ou 6 fois par jour. Avec ce système, on navigue bien mieux que sur un yacht de 20 ou 30 mètres. C'est bien plus facile. Ce qui prouve que le système tient la route techniquement et qu'il est solide. Mais est-ce qu'il peut résister à de grosses tempêtes? On naviguait aussi bien par temps calme que par gros temps. On a vraiment navigué dans toutes les conditions possibles. Et à chaque fois, on faisait des économies de carburant incroyables. Je suis d'ailleurs surpris qu'à l'heure actuelle, il n'y ait pas d'autres voiliers ou cargos équipés de ce système.
Il est tellement efficace. Justement, grâce à ton aide et à ton expérience, on voudrait convaincre un maximum d'investisseurs. Il faudrait construire des centaines d'écoliners pour que tout le transport maritime soit assuré à nouveau par des voiliers. L'université de Southampton, en Angleterre. Diane Gilpin travaille chaque jour sur l'utilisation du vent comme source d'énergie. Elle est employée par le groupe britannique B9, spécialisé dans la mise en œuvre de projets axés sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, elle vient assister à des tests sur un nouveau concept de bateau. Le bateau testé par les ingénieurs n'est ni un pétrolier, ni un yacht. Il s'agit du B9 Ship, un autre prototype de cargo à voile. Diane Gilpin est responsable de son développement. L'experte est convaincue des avantages de la navigation à voile, mais elle aussi doit prouver que celle-ci peut être rentable. La société B9 a également opté pour un système de voile Dyna-Rig. Les tests effectués en soufflerie vont permettre d'en évaluer les performances. Depuis sa création, notre société travaille sur différents projets et réfléchit à la conception d'un nouveau modèle de voilier. Ça fait une vingtaine d'années que nous travaillons là-dessus. Mettre des voiles sur un bateau pour le faire avancer, ça semble extrêmement logique. C'est une technologie formidable, mais si nous voulons la faire adopter par les compagnies maritimes, les affréteurs et les autorités portuaires, nous devons la faire évoluer. Avec ses 3000 tonnes, ses 3 mâts et ses 100 mètres de long, le B9 Ship est nettement plus petit que l'Ecoliner. Les ingénieurs testent aujourd'hui la résistance du gréement à différents types de vent. Ils veulent également comparer la solidité d'un mât tripode en acier à celle d'un mât en carbone, nettement plus cher. Nous essayons à chaque fois d'évaluer la solution la plus rentable. Nous prenons en compte l'aspect technique, mais aussi financier. Chaque élément du bateau est évalué en fonction de ses performances et de son coût. Nous prenons toujours ces deux critères en considération, afin d'atteindre la meilleure rentabilité possible pour ce bateau. Les ingénieurs n'ont pas une minute à perdre. Parce qu'on a jadis délaissé les grands voiliers, ils doivent aujourd'hui rattraper 100 ans de retard technologique. Les performances des futurs voiliers de commerce devront dépasser celles des cargos à moteur. Chaque test effectué en soufflerie doit en apporter la preuve. Le vent souffle en continu. Comment augmentez-vous la vitesse du vent? On accélère simplement l'hélice du ventilateur. Ça fonctionne comme un sèche-cheveux. Plus elle tourne vite, et plus on augmente la vitesse du vent. Aujourd'hui, le bateau est exposé à un vent latéral. Quelle est alors sa puissance de propulsion et comment réagit le gréement? Les ingénieurs utilisent des fils témoins pour orienter la voile de façon optimale. Résultat du test, le bateau avance moins vite avec le mât tripode. Le mât tripode est moins cher à la construction, mais plus cher à l'entretien. Alors que le mât cylindrique en carbone revient plus cher à la construction, mais il est plus robuste. Pour un bateau ayant une durée de vie de 25 à 30 ans, nous évaluons le coût d'investissement par rapport au coût d'exploitation et nous déterminons quelle option est la plus intéressante pour le client sur le long terme. Avant de se lancer dans la construction du B9 Ship, les investisseurs veulent être sûrs de sa fiabilité. 2 experts du Lloyd's Register, organisme britannique de contrôle et de certification, sont venus se faire une première idée du voilier. Ils vont devoir expertiser un tout nouveau type de bateau. Nous disposons déjà d'une réglementation spécifique pour les dimensions des voiliers, ce qui est un bon point de départ. Il y a certes des spécifications à respecter, mais nous ne voulons en aucun cas représenter un obstacle pour ce type d'innovation. Je suis certain que les techniques de contrôle dont nous disposons permettront de construire un bateau sûr et fiable. Avec des normes environnementales de plus en plus strictes, le B9 Ship pourrait se révéler un choix judicieux pour de nombreux armateurs. Le vent sera l'une des clés d'une navigation plus écologique. Ce serait une alternative très intéressante pour de nombreux bateaux. Personnellement, si j'étais armateur, je serais très séduit par l'idée que je peux faire du business grâce au vent. J'espère que le travail de tous ces gens portera ses fruits et que d'ici 4 à 5 ans, on verra quelques-uns de ces bateaux naviguer sur l'eau. Manœuvrer un cargo à voile exigera un savoir-faire spécifique.
Il a fallu aux hommes plusieurs siècles pour maîtriser les techniques de la navigation à voile. Un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Sur le Sedov, un navire-école russe appartenant à l'université de Mourmansk, les élèves officiers apprennent tous les secrets du métier. Jadis, ceux qui naviguaient sur les grands voiliers perfectionnaient à chacun de leurs voyages leur technique de navigation. Un héritage que le capitaine Nikolai Zortchenko veut aujourd'hui transmettre et sauvegarder. Le vent souffle depuis des millions d'années. Et aujourd'hui, nous les hommes, nous devons réapprendre à nous en servir. C'est un véritable don de Dieu. Après avoir parcouru les mers du globe, le Sedov jette l'ancre à Hambourg. Le capitaine en est convaincu. Apprendre à naviguer sur un grand voilier est ce qu'il y a de plus formateur. Il est très important qu'au XXIe siècle, les élèves officiers apprennent les techniques de la navigation à voile. Aujourd'hui, nous avons des bateaux modernes, des cargos, des tankers, des brise-glaces, des bateaux à propulsion nucléaire. Mais pour savoir naviguer, il faut apprendre le métier sur un bateau comme celui-ci, avec des voiles, un pont et du cordage. À Hambourg, Nikolai Zortchenko rencontre le capitaine Gerhard Lickfett. Découvrir le Sedov était pour lui un vieux rêve. C'est un bateau vraiment superbe. Vous naviguez dans le monde entier. Vous revenez d'Afrique, je crois. Oui, nous avons contourné le Cap Horn, et aussi celui de Bonne-Espérance. Gerhard Lickfett est lui aussi capitaine de voilier. Il a appris le métier sur le Passat, un 4-mâts allemand. De plus en plus de concepteurs de voiliers font aujourd'hui appel à son expertise. Le capitaine s'intéresse tout particulièrement au gréement du voilier russe. Il veut savoir comment sont positionnées les poulies qui servent à orienter les vergues. Pendant 17 ou 18 ans, j'ai travaillé comme capitaine sur plusieurs grands voiliers. Le Starflyer, le Star Clipper, le Royal Clipper, le Sea Cloud 1 et 2. Avant cela, j'ai navigué sur l'Alexander von Humboldt. J'étais responsable du gréement. J'en ai été le capitaine pendant 2 ans. Le gréement d'origine est en parfait état. Lorsqu'ils ont été construits il y a un siècle, ces voiliers étaient à la pointe de ce qui se faisait en construction navale. Puis les techniques modernes sont arrivées. On a équipé les bateaux d'hélice. On a construit des bateaux à moteur de plus en plus grands. Mais ces bateaux-là livraient leur cargaison en temps et en heure. Ils étaient capables de faire 2 allers-retours par an entre le Cap Horn et le Chili à une vitesse moyenne de 7 nœuds. C'était très rapide pour l'époque. Les cargos n'allaient pas beaucoup plus vite. Puis on a ouvert le canal de Suez et le canal de Panama, et ça a été la fin des grands voiliers. Et pourtant, c'était des bateaux très performants. Mais il fallait une trentaine d'hommes pour manœuvrer un bateau comme celui-là. L'ère des grands voiliers n'est peut-être pas révolue. Et leur histoire intéresse aujourd'hui les scientifiques. Outre le perfectionnement des techniques de navigation, on doit aux équipages des voiliers bien plus encore. Chaque officier de quart consignait dans un carnet la météo du jour. Les originaux sont entreposés dans le sous-sol de l'Office fédéral de la navigation maritime à Hambourg. Ils sont la mémoire de la marine marchande allemande. Les carnets météorologiques des grands voiliers de commerce sont archivés sur des centaines de rayonnages. On y trouve même celui du Sedov, jadis appelé Magdalena Finnen. Le capitaine y indiquait chacune de ses observations, chacune de ses décisions. Les observations des anciens navigateurs sont aujourd'hui d'une valeur inestimable. À Hambourg, les scientifiques exhument un à un les précieux carnets. Ils sont ensuite scannés afin d'être exploités par les météorologues. Chaque page est enregistrée dans une banque de données. À partir de ces éléments, la chercheuse Gudrun Rosenhagen reconstitue l'évolution des conditions climatiques au cours des derniers siècles.
De tout temps, les navigateurs ont observé le ciel. Ces carnets météorologiques étaient tenus de façon extrêmement rigoureuse et soignée. Nous les numérisons afin de pouvoir analyser toute cette masse de données et comprendre comment le climat a évolué au cours du temps. Cela nous permettra d'évaluer l'ampleur du changement climatique à venir. La chercheuse consulte les prévisionnistes sur les données météo actuelles. Le vent augmente fortement dans cette zone. Les météorologues sont en lien direct avec les bateaux navigant au large. Voiliers de plaisance et porte-conteneurs ont besoin de données exactes pour voguer dans les meilleures conditions possibles. Autrefois, on ne disposait que d'une information très morcelée. Chaque service météo recueillait ses propres données, mais il n'y avait pas de centralisation des données. Aujourd'hui, c'est différent. Nous recevons les données de milliers de stations météo réparties dans le monde, celles des satellites ainsi que celles des bateaux qui nous communiquent des informations très importantes, telles que la pression de l'air, la force du vent, la température extérieure, la température de l'eau. Tout est centralisé. Pour les navires marchands, ces données sont déterminantes. Chaque jour, les météorologues leur conseillent l'itinéraire le plus sûr et le plus rapide. Le vent est un critère essentiel. Grâce au calcul des scientifiques, certains bateaux à moteur arrivent même à destination avec 1 ou 2 jours d'avance. On ne pourra pas se passer de l'énergie éolienne. Elle existe sous de multiples formes, les alizés, les courants d'ouest, et c'est une énergie gratuite et durable. Les prévisions météo n'ont jamais été aussi fiables qu'aujourd'hui. Grâce aux satellites et aux systèmes de communication électronique, ces données sont accessibles depuis n'importe quel endroit du globe. Des renseignements indispensables aux concepteurs de l'écoliner. Grâce aux nouvelles technologies dont nous disposons, mais aussi à la simulation informatique et aux prévisions météorologiques, nous pouvons optimiser les itinéraires des navires pour profiter au maximum de la force du vent. Aujourd'hui, Andreas Lackner rend compte de son dernier voyage transatlantique. Nous avons d'abord suivi l'itinéraire classique en passant par la Manche. Puis, nous avons mis le cap vers le sud une fois hors de danger. Arrivé à Lisbonne, nous avons chargé une cargaison d'huile d'olive et de vin, avant de repartir vers les îles Canaries pour tout décharger. Là-bas, il y avait un remorqueur. Pour le chemin du retour, nous avons mis les voiles vers les Bermudes, puis les Açores. L'écoliner a utilisé très peu de carburant en prenant cet itinéraire. Vous avez profité des vents dominants de manière optimale. Même en prenant l'itinéraire traditionnel? Oui. Je peux te montrer ça avec notre logiciel de routage. D'accord. L'informaticien Dan Sparrebaum a développé un programme innovant permettant d'améliorer le système de navigation. Celui-ci contient les données techniques de l'écoliner. De plus, le logiciel actualise en permanence les données météorologiques, telles que la hauteur des vagues, la direction et la force du vent, afin de proposer différents itinéraires. Les segments de couleur rouge indiquent qu'il faut utiliser le moteur. Ceux en vert que l'on peut utiliser les voiles. Le programme indique également le temps estimé pour chacun des trajets. Si je modifie un tout petit peu l'itinéraire, on utilisera plus de carburant. Je peux donc décider de la durée du trajet et de la consommation de carburant, et le logiciel calculera l'itinéraire optimal. C'est ça. Nous avons calculé que l'investissement lié au développement du logiciel de routage sera vite amorti grâce aux économies de carburant que réalisera l'écoliner. Avec son programme de routage, ses voiles automatisées et son système de propulsion hybride, l'écoliner sera un bateau fiable et précis, capable de s'adapter au rythme minuté du secteur logistique. En Allemagne, 2 investisseurs sont déjà sur les rangs. Depuis Hambourg, l'homme d'affaires Uwe Köhler et le capitaine Torben Haas suivent de près l'évolution de l'écoliner. Leur bateau, l'Ondine, est un ancien voilier de commerce. Le petit Dema a survécu à l'ère du tout-pétrole. Aujourd'hui, il a recouvré sa fonction d'origine et transporte des marchandises entre Hambourg et l'île de Sylt. Mais le voilier est déjà à la limite de ses capacités. Pour l'avenir, Torben Haas voit plus grand.
Je suis intimement convaincu que la navigation à voile peut être rentable pour le transport de marchandises. Ce bateau, qui date de 1931, en est un parfait exemple. Pour les liaisons entre Hambourg et Sylt, nous sommes en concurrence directe avec le transport routier. Nos tarifs sont à peu près les mêmes et nous transportons en un seul trajet l'équivalent de 3 camions. En plus, nous sommes aussi rapides qu'eux, voire plus rapides. Et nous ne polluons pas. L'entreprise de Torben Haas se porte bien. Un succès qui le surprend lui-même. Et l'entrepreneur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'Ondine est un peu notre vitrine. Avec ce bateau, nous voulons éveiller l'intérêt des gens pour la navigation à voile et les sensibiliser au fait que ce mode de transport peut être rentable. Mais ce n'est qu'une première étape. Notre prochain objectif, c'est d'investir dans des cargos à voile ultramodernes pour le transport international. Il nous faut prouver que la navigation à voile peut être performante. Torben Haas et Uwe Köhler attendent beaucoup du projet Ecoliner. Ils veulent acquérir 3 bateaux qu'ils destineraient au fret international. Les 2 hommes sont convaincus que les performances du nouveau bateau hybride dépasseront celles des actuels cargos à moteur. Nous avons dans notre équipe des gens extrêmement qualifiés, les meilleurs dans leur domaine. L'entreprise de construction navale avec laquelle nous travaillons a maintes fois prouvé qu'elle était capable d'assembler des structures extrêmement complexes et de livrer un bateau dans les temps. Pour nous, l'Ecoliner n'est pas un risque, mais une véritable chance. Et nous voulons nous lancer dans cette aventure en toute indépendance, avec des fonds issus d'investisseurs privés. Nous ne voulons pas dépendre des banques, des armateurs ou des avocats. Et c'est ce que nous faisons. Au sud de l'Angleterre, à Southampton, un autre prototype de cargo à voile est à l'étude. À l'heure où les bureaux se vident, les plaisanciers affluent dans les eaux du port. Nombre d'entre eux s'intéressent de près au gréement ultramoderne. Non loin de là, un bureau d'architecte naval travaille d'arrache-pied à la conception du B9 Ship. Diane Gilpin a confié le projet à la société de Rob Humphreys, dont les voiliers high-tech se sont fait un nom dans les plus grandes régates internationales. Lors d'une course, le matériel d'un bateau est mis à rude épreuve. Ceux qui les conçoivent ne doivent négliger aucun détail. Rob Humphreys attend les résultats des tests effectués en soufflerie pour optimiser la construction du B9 Ship. Une fois terminés, ces plans devront convaincre les investisseurs. L'objectif, c'est de proposer un projet viable sur le plan commercial. Le B9 Ship n'est pas un bateau de plaisance. Il devra être fonctionnel et rentable. Et notre but, c'est d'utiliser le vent de la façon la plus efficace possible. Si le projet a de quoi séduire, il rencontre encore de nombreuses résistances. Il y a une barrière psychologique qui freine les banquiers, les investisseurs, les opérateurs portuaires et les armateurs. Pour les convaincre, nous devrons leur fournir un maximum d'éléments. Le B9 Ship est conçu pour naviguer aussi bien en pleine mer qu'en zone côtière. Là aussi, d'énormes économies de carburant pourront être réalisées. Dans les 30 ans à venir, on sait que le coût de l'énergie éolienne va rester stable. Mais pour le fuel, rien n'est moins sûr. Andreas Lackner rejoint le Helder, aux Pays-Bas, le port d'attache du Tres Sombres. C'est ici que siège la société Fair Transport. Le Dema a déjà parcouru des milliers de kilomètres et traversé l'Atlantique à maintes reprises. Pour sa prochaine expédition, il sera convoyé par les capitaines Arjen van der Veen et Jorne Langelaan. Si on fabrique des produits biologiques, mais qu'on les transporte sur des cargos à moteur qui polluent, peut-on les considérer comme des produits biologiques à part entière? Les 3 capitaines ne se croisent que quelques fois dans l'année. Chaque rencontre est l'occasion d'affiner leur projet de transport équitable. Plusieurs options s'offrent à eux. Jusqu'ici, la recherche d'investisseurs pour l'Ecoliner s'avère compliquée. Mais les 3 hommes sont bien décidés à aller au bout de leur projet. Faute d'investisseurs, ils envisagent d'injecter tout le capital de leur société dans le développement. Ou bien de construire d'autres bateaux comme le Tres Sombres.
Nous voulons construire encore plus de bateaux pour assurer un transport maritime durable et responsable. Mais un mauvais choix pourrait mettre toute leur entreprise en péril. Toute innovation, tout prototype comporte des risques. Le cargo E-Ship One, amarré au chantier naval Cassens à Emden, en est l'illustration. Ayant subi de graves avaries depuis sa mise en service en 2010, il est à quai depuis plusieurs mois. Ce cargo hybride est doté de 4 rotors Flettner. Tels des voiles, ces cylindres verticaux utilisent la force du vent pour propulser le navire. Couplés à une motorisation diesel, ils permettent de réaliser des économies substantielles de carburant. Le professeur Michael Fass enseigne à l'École supérieure de navigation d'Emden. Il est convaincu de l'intérêt des rotors Flettner. Il travaille déjà sur un nouveau projet utilisant ce mode de propulsion. Un rotor Flettner fonctionne comme une voile classique. L'énergie éolienne est transformée en une poussée qui permet de propulser le bateau en avant. Mais à la place d'une voile en tissu, nous avons un cylindre rotatif. Je vais le mettre en marche et je vais vous montrer. Le cylindre tourne sur lui-même. Sous l'effet des forces de frottement, l'air qui entoure le cylindre entre en rotation et se superpose à l'écoulement du vent. De ce côté, à l'avant, cela va créer une dépression. Et ici, à l'arrière, une surpression. Et c'est cette différence de pression qui va entraîner une poussée qui servira à propulser le bateau. Le potentiel des rotors Flettner semble toutefois limité. Pour qu'il fonctionne, le vent doit venir de côté. Et même dans ce cas, le moteur diesel doit tourner en permanence. À ce jour, aucune étude n'a permis d'évaluer l'économie de carburant qui pourrait être réalisée avec ce système. Il est clair que tout dépend de la direction du vent. Sur les itinéraires où on a beaucoup de vents latéraux, on peut économiser plus de 30% de carburant. Mais quand il n'y a pas de vent, on ne peut pas atteindre ce chiffre. Jusqu'à aujourd'hui, l'utilisation des rotors Flettner est restée marginale. Leur fonctionnement est complexe, leur construction onéreuse et le gain énergétique limité. Mais avec l'augmentation des prix du pétrole, la pression qui pèse sur les armateurs s'accroît. La recherche de modes de propulsion alternatifs s'intensifie et l'idée d'une navigation écologique, le green shipping, fait son chemin. Le transport maritime, c'est la force vitale de notre économie mondiale. Si nous ne prenons pas en compte les difficultés que vont poser l'augmentation de la population et donc de la production mondiale, nous irons droit dans le mur. Le secteur du transport maritime doit se mettre face à ses responsabilités et chercher des solutions de propulsion alternatives. Le vent en est une. Plutôt que d'investir dans l'énergie éolienne, certains armateurs préfèrent se tourner vers le GNL, le gaz naturel liquéfié. Nous avons beaucoup réfléchi à la possibilité d'utiliser du GNL comme mode de propulsion, mais il est clair que ce dispositif reviendrait nettement plus cher. Se lancer dans un investissement que l'on peut amortir sur 25 ans, c'est séduisant sur le papier. Mais c'est irréalisable, parce que pour construire un bateau, il faut aussi beaucoup d'argent. Le recours aux énergies fossiles offre des perspectives incertaines. Le GNL, présenté comme solution alternative au fioul lourd, fait lui aussi débat. Sa production pourrait avoir de dangereuses répercussions sur l'environnement. Les taux se resserrent autour des transporteurs. Les carburants fossiles sont de plus en plus rares, de plus en plus chers et dangereux pour l'environnement. Et bien qu'en moindre quantité, le GNL rejette lui aussi des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Sur l'île de Neuwerk, on traque la moindre trace de pollution venue du large. Le physicien Volker Matthias mesure et analyse les substances toxiques produites par les navires. Haute de 30 mètres, la tour radar offre des conditions idéales pour ce type de mesure. Aujourd'hui, Volker Matthias vient découvrir les nouveaux instruments de mesure que ses collègues ont installés. Pour les années à venir, nous évaluons à environ 2% l'augmentation annuelle du trafic maritime mondial. Et nous pensons que ce sera aussi le cas en mer du Nord. La part du transport maritime va continuer d'augmenter, tandis que celle des transports terrestres va diminuer. De nombreuses lois contraignent aujourd'hui l'industrie automobile à réduire ses émissions de CO2 et d'oxyde d'azote. Nous pensons donc que dans les 20 ou 30 prochaines années, la part du transport maritime va continuer de croître. Un nouvel instrument de mesure a été installé sur la tour. L'appareil utilise la réfraction de la lumière pour mesurer à distance la quantité de substances toxiques présentes dans les traînées de gaz d'échappement des navires.
Tout le système est entièrement automatisé. Si vous le vouliez, pourriez-vous par exemple analyser la traînée de ce bateau en particulier? L'appareil est multidirectionnel. Il s'oriente dans 4 directions horizontalement et dans plusieurs directions verticalement. Pour avoir des données valables, nous effectuons plusieurs séries de mesures lorsque les bateaux entrent dans le port de Hambourg, puis lorsqu'ils en repartent. Les résultats obtenus sont alarmants. Au vu des quantités de substances toxiques dégagées par chaque bateau, une question se pose. Les marchandises bon marché qu'ils transportent valent-elles la peine que nous mettions notre santé en danger? Les scientifiques procèdent ensuite à l'analyse informatique des données. Ils évaluent quelles seront les répercussions futures des émissions produites par les navires. Volkart Fitrock et Volker Mathias travaillent comme consultants auprès d'instances telles que l'Organisation maritime internationale afin d'établir de nouvelles normes environnementales. La réduction des émissions, à l'origine de cancers et de pathologies respiratoires, doit être une priorité. Les populations côtières ne sont pas les seules touchées. Les émissions des bateaux se dispersent vers le littoral, puis à l'intérieur des terres. Sans un durcissement de la législation environnementale, le nuage toxique aura pris des proportions dramatiques d'ici à 2030. Des systèmes de filtres et un renforcement des normes en vigueur pourraient réduire les risques engendrés par l'oxyde d'azote et de soufre. Mais ces mesures seraient sans effet sur les émissions de CO2 qui menacent notre climat. À long terme, c'est dans l'énergie éolienne que nous trouverons des solutions. Quand exactement, c'est difficile à dire. Je pense que nous sommes dans une phase de transition. D'une part, le transport maritime va devoir remplacer le fioul lourd par d'autres carburants. D'autre part, nos réserves sont limitées et il faut déterminer quelle quantité de CO2 nous voulons rejeter dans l'atmosphère. D'une manière ou d'une autre, nous devrons trouver un moyen de ne plus être dépendants des énergies fossiles. C'est pour ça qu'il est temps de réfléchir au rôle que pourrait jouer la navigation à voile. Et d'ici à 2050, l'éolien jouera un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. J'en suis persuadé. Gudrun Rosenhagen espère elle aussi que ces recherches sur le climat apporteront un nouvel éclairage. Les réserves de pétrole diminuent. Pourquoi ne pas utiliser une énergie gratuite que nous avons directement à portée de main? Et ça, même pour le fret maritime. Le transport maritime a un coût colossal pour notre planète et notre santé. Un préjudice dont nous payons tous le prix, par nos impôts et notre système de santé. L'énergie éolienne, elle, ne coûte rien et nous ouvre la voie vers un avenir durable. Nous voulons un changement à grande échelle. L'objectif sera atteint quand les cargos du monde entier seront équipés de voiles. Nous sommes des visionnaires, mais nous ne sommes pas des utopistes. Tout cela est possible. La preuve. Une nouvelle page de notre histoire s'écrira-t-elle demain? La réponse est entre les mains des constructeurs.